Allez, c'est parti pour une nouvelle plongée fascinante au cœur d'un monument de la littérature. Aujourd'hui, on s'attaque à un chef-d'œuvre absolu de tension, l'Antigone de Jean Anouilh. Ce n'est pas juste une simple histoire de rébellion. Oh non! L'œuvre est construite comme un piège parfait, une véritable machine théâtrale dont le seul et unique but est de broyer ses personnages. C'est mécanique, c'est froid et c'est tout simplement brillant. Entrons directement dans le vif du sujet avec cette citation. La pièce s'ouvre littéralement sur ces mots. Zéro suspense, aucune fausse piste, c'est l'essence même de ce qu'on appelle l'ironie dramatique. Dès les toutes premières secondes, on sait que le destin est scellé. On est immédiatement captivé, non pas par le mystère de ce qui pourrait arriver, mais par la brutalité de cette certitude absolue. Et pour bien comprendre comment cette fatalité nous étouffe, il faut regarder la forme même de l'œuvre. Le choix d'Anouilh est ultra radical. Il écrit une pièce en un acte continu. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pas d'entracte, aucune division en scène, rien pour nous laisser l'occasion de reprendre notre souffle. Cette action ininterrompue agit littéralement comme une bombe à retardement, un tic-tac incessant. Ça reproduit à la perfection l'absence d'échappatoire de la tragédie grecque antique. D'ailleurs, pour les acteurs sur scène, c'est un véritable marathon physique. Personne ne peut fuir et surtout personne ne sera sauvé. Ce qui nous amène à examiner la structure même de cette machine, avec notre premier mouvement, le prologue et l'inévitable. Le commencement de la fin, en quelque sorte. Le point crucial ici, c'est ce début volontairement glacial, porté par un seul personnage qu'on appelle le prologue. Son unique boulot, se planter là et nous annoncer de but en blanc que l'héroïne va y passer. Donc, le véritable moteur de cette histoire n'a rien à voir avec l'inconnu. L'attention bascule complètement sur la mécanique de l'horreur. On ne se demande pas que va-t-il se passer, mais plutôt comment cette fichue machine va-t-elle détruire tout le monde. Et le plus fou, c'est qu'on peut cartographier cette mécanique avec une précision quasi chirurgicale. Il y a 6 grands mouvements, bien distincts. C'est un chemin clair, balisé et totalement incontournable, où chaque petite étape enclenche inévitablement la suivante. L'engrenage parfait. Passons donc au deuxième rouage de notre machine, l'aube et l'exposition. C'est le matin de la tragédie. Imaginons l'ambiance. Dans le silence un peu pesant du petit matin, Antigone rentre chez elle en douce, juste après avoir bravé l'interdit du roi en tentant d'enterrer son frère. Et là, c'est fascinant de voir comment la tension se construit, via 3 dialogues qui s'enchaînent. D'abord, on a ce contraste immense avec la nourrice et son ton ultra quotidien, limite banal. Ensuite, la confrontation avec sa sœur Ismène, qui de son côté est absolument terrifiée et essaye de la dissuader. Et enfin, des adieux déchirants, bourrés de non-dits, avec son fiancé Aymon, qui ne se doute absolument de rien. L'étau se resserre logiquement avec notre troisième mouvement, l'arrestation d'Antigone, le fameux moment où elle est prise sur le fait. Eh oui, parce qu'elle ne s'est pas arrêtée à un seul essai. Les gardes surprennent la jeune fille en train de recouvrir le corps une seconde fois. Bam! Fin de la récréation. On la traîne sans aucun ménagement directement devant Créon, le puissant roi de Thèbes. L'élan bascule violemment. Le décor est officiellement planté pour la collision ultime. Ce qui nous propulse en plein dans le 4e mouvement, le cœur de la tragédie. C'est la force irrésistible qui percute de plein fouet l'objet inamovible. C'est ici que ça devient brillant. Ce face-à-face illustre toute la complexité de l'œuvre. Créon, ce n'est pas le méchant tyran basique de dessin animé, pas du tout. Il déploie des trésors d'arguments, de logique et de pragmatisme pour tenter de sauver Antigone. Il va jusqu'à faire voler ses illusions en éclats en lui avouant que les frères pour lesquels elle s'apprête à mourir n'étaient au fond que des petits voyous. Mais face à cette rationalité implacable, très ancrée dans le monde des adultes, Antigone oppose un mur, un refus absolu et inébranlable. Elle balaye toutes les compromissions avec un simple mais définitif non. Et ce petit mot enclenche instantanément le 5e mouvement, la condamnation et l'hécatombe. L'heure des répercussions enchaîne. Le nom d'Antigone fait littéralement exploser toute la tension qu'on accumulait depuis le début. La machine s'emballe dans une véritable hécatombe. C'est l'effet domino. Antigone est emmenée vers la mort. Aymon, désespéré, supplie son père en vain, puis se suicide. Et comme si ça ne suffisait pas, Eurydice, la femme de Créon, met fin à ses jours à son tour. En un instant, l'exercice rigide et inflexible du pouvoir a tout ravagé. Créon se retrouve seul au monde, totalement vidé par sa propre loi. Le silence retombe enfin sur la scène pour notre 6e et dernier mouvement, à un dénouement totalement indifférent. La vie continue. C'est une image presque dérangeante qu'on nous propose à la fin. Le pouvoir s'est effondré, la famille royale est littéralement en cendres, et que font les gardes? Eh bien, ils reprennent le plus tranquillement du monde leur petite partie de cartes. Ils sont parfaitement intacts, complètement imperméables au drame monumental qui vient de se jouer. Pour eux, l'urgence absolue, c'est de savoir qui a la meilleure main. Le quotidien reprend ses droits, et c'est d'une banalité terrifiante. Mais ce qui donne vraiment le vertige, c'est le point final.
L'usher s'avance, regarde le public et conclut avec 2 petits mots d'une simplicité redoutable. Et voilà. C'est tout. Rideau. Ce dernier commentaire nous balance à la figure une réalisation glaçante. Après des rivières de larmes et des sacrifices héroïques, la vie continue, tout simplement, royalement indifférente à la tragédie humaine. Cette exploration de la machine d'Anouilh nous pousse forcément dans nos retranchements. Cette structure implacable montre à la fois la futilité, mais aussi l'incroyable beauté du refus. La rébellion d'Antigone n'a pas changé la marche du monde, non, les gardes continueront toujours de jouer aux cartes. Alors, une question résonne, et elle continue de nous hanter bien après la fin. Si l'univers s'en fiche complètement de nos drames personnels et de nos luttes acharnées, d'où tirons-nous cette force de dire non ? C'est sur cette interrogation vertigineuse qu'on se quitte aujourd'hui. La machine tragique s'est arrêtée, mais son écho, lui, n'a pas fini de résonner.